Le thème redevabilité correspond, comme l'a dit tantôt notre confrère, au contrôle du pouvoir qui s'exerce au sein de l'État et de la société. Et ce thème s'inscrit dans le cœur du métier de l'IGF, parce que l'IGF est une institution de contrôle. Bon, compte tenu qu'on n'a que 10 minutes pour cette présentation, je vais vous faire part de toutes les facettes de ce thème, et aussi mais également de la présentation de l'Inspection générale des finances, pour vous présenter principalement son rôle dans la lutte contre la corruption. Et cette présentation, comme vous pouvez le voir dans le tableau, a pour objectif principal de souligner, d'une part, l'importance de la lutte contre la corruption et des mesures qui peuvent être prises pour la prévenir, d'autre part, de présenter l'Inspection générale des finances, son rôle dans la lutte contre la corruption, et aussi de situer son positionnement par rapport à la redevabilité. On a déjà parlé du concept de redevabilité. On va aller rapidement parce qu'on n'a que 10 minutes pour parler de l'Inspection générale des finances. Et le plan de cette présentation constituant une définition du concept de redevabilité que vous avez déjà eu, la lutte contre la corruption et sa définition de la corruption, les effets de la corruption, la nécessité de lutter contre la corruption et les mesures de prévention. Je vais vous inviter à faire un exercice avec moi. Imaginez, dans le théâtre complexe de la lutte contre la corruption, que chaque acteur joue un rôle crucial. Donc aujourd'hui, je vous invite à plonger dans le rôle de l'Inspection générale des finances, où la lumière de la transparence et de la responsabilité guide notre action. Donc imaginez un instant que chaque goutte dépensée par l'État résonne comme un appel à la redevabilité, une invitation à l'intégrité. Imaginez un instant que nous possédons une lampe torche puissante, capable de dissiper les ombres de la corruption qui obscurcissent nos institutions. C'est dans cet esprit que nous, à l'IGF, une institution créée par le décret du 17 mars 2006, mais qui a commencé à fonctionner en 2008, nous nous engageons à protéger les intérêts financiers de notre pays, à contribuer contre la corruption et à affirmer la primauté de la loi. OK. Il y a une institution appelée Association des examineurs de fraude, en anglais Association of Certified Fraud Examiners, qui est la première institution de formation et de professionnalisation en matière de lutte contre la fraude dans le monde. Pour cette institution, la corruption est l'une des 3 grandes catégories de ce qu'il appelle les fraudes internes. Les 2 autres catégories étant le détournement d'actifs, les fraudes aux états financiers. Pour cette institution, la corruption regrouperait les conflits d'intérêts, la subornation, les prises illégales d'intérêts et l'extorsion économique. Donc, il y a comme catégorie de fraude interne les détournements d'actifs, dont on vient de suivre le procès tout à l'heure, et les fraudes aux états financiers et la corruption comme une 3e catégorie. C'est cet aspect qui nous concerne cet après-midi-là. Comme vous pouvez le voir, la corruption est l'abus du pouvoir à des fins personnelles. Il s'agit, comme on l'a dit tantôt, de pots de vin, de détournement de fonds, de conflits d'intérêts et de népotisme. Elle sape la confiance et érode les services publics. Elle touche à la fois les pays développés et les pays sous-développés.
Mais pourquoi on doit lutter contre la corruption? Pourquoi on doit lutter contre la corruption? Comme vous l'avez vu tantôt, lutter contre la corruption ramène à améliorer les services publics et la qualité de vie. La lutte contre la corruption également favorise la transparence, la responsabilisation de la bonne gouvernance. Elle favorise la confiance dans les institutions et renforce la démocratie. Elle assure une concurrence loyale et l'égalité des chances pour tous. Mais certains diraient que lutter contre la corruption, c'est un vœu pieux. Mais non, ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a des success stories, des réussites. Et vous pouvez aller... J'ai noté pour vous des success stories, des réussites en matière de lutte contre la corruption que vous pouvez toujours explorer à la suite. La Commission indépendante de lutte contre la corruption de Hong Kong, la politique de tolérance zéro de Singapour à l'égard de la corruption, les systèmes d'administration en ligne de l'Estonie, l'état de droit fort du Botswana. Ce sont toutes des structures qui ont réussi à réduire la corruption à un niveau moindre à leur niveau. Là maintenant, l'Inspection générale des finances, quelle est sa place dans la lutte contre la corruption? À l'Inspection générale des finances, nous avons réalisé le schéma de l'architecture de contrôle de l'administration publique haïtienne. Et l'Inspection générale des finances se positionne dans ce qu'on appelle le contrôle administratif des affaires de l'État. La Cour supérieure des comptes chevauche entre le contrôle administratif et le contrôle juridictionnel. Il y a le contrôle parlementaire qui est réalisé par le Sénat et la Chambre des députés. Mais nous, à l'Inspection générale des finances, nous nous situons au niveau du contrôle administratif. C'est une structure techniquement déconcentrée du ministère de l'Économie et des Finances et ayant pour IGF qui a été créé en 2006. Et aussi, il y a l'arrêté du 14 décembre 2005 qui établit les statuts particuliers des corps professionnels et dont le corps des inspecteurs de l'Inspection générale des finances. La mission de l'Inspection générale des finances est entre autres de vérifier, contrôler, assurer l'audit technique, financier, administratif et comptable sur l'ensemble de l'administration publique nationale. Sur l'ensemble de l'administration publique nationale. Et aussi d'exécuter toute mission relative aux finances publiques, à la comptabilité publique, au marché public, aux collectivités locales. L'IGF joue également le rôle de conseil auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Mais quel type d'intervention que réalise l'IGF? L'IGF réalise des missions d'audit, de vérification, d'accompagnement, d'enquête, d'inspection, d'avis et de conseil, de contrôle, d'évaluation et de suivi. Donc, les suivis des recommandations, ce sont des missions réalisées par l'IGF pour s'assurer que les recommandations préconisées lors d'une intervention ont été prises en compte par les institutions y relatives. Le champ d'intervention de l'IGF par rapport aux opérations. Aux opérations, l'IGF intervient pratiquement partout. Aux subventions publiques, dettes publiques, marchés publics, concessions publiques, patrimoine de l'État et des collectivités territoriales, finances publiques, politiques publiques, recettes, fonds publics, conception du trésor, la comptabilité publique, le système budgétaire, le système d'investissement public et les placements de capitaux publics. Également, par rapport au champ d'intervention, il y a ce qu'on appelle les structures. Les structures. Par rapport aux structures, l'IGF intervient, comme on l'a dit tantôt, partout. Sur les institutions indépendantes, sur les acteurs, même sur les acteurs privés ayant bénéficié de fonds publics. Par exemple, je me rappelle qu'à l'IGF, on a été faire une mission d'audit sur une école de musique qui avait reçu une subvention de l'État. Donc on a été faire une intervention sur cette institution-là pour savoir est-ce que l'argent qui a été alloué a été bien dépensé. L'IGF intervient aussi sur les organismes autonomes, les entreprises mixtes, les collectivités territoriales, les structures centrales, les ministères déconcentrés, et les postes comptables, et les structures également territorialement déconcentrées. Donc l'IGF, nous intervenons au niveau de l'opportunité. Donc nos missions servent à renforcer le contrôle interne,
à renforcer les structures de l'État de façon à ce qu'il n'y ait pas l'opportunité de fraude. Mais qu'est-ce qu'on voit généralement? À chaque fois qu'une mission est réalisée pour combler des brèches, les gens ont tendance à chercher de nouvelles façons de contourner ce qu'on a pu faire. Donc, en fait, retenez bien que l'IGF, dans la lutte contre la corruption, intervient au niveau de l'opportunité qui est la possibilité que la personne a pour faire l'acte. Merci. La CNMP a été créée comme l'ULCC dans un contexte très particulier. Il y a eu une certaine volonté politique qui voulait donner une impulsion dans le cadre de la gouvernance publique. Donc, on a pensé à créer différentes entités, même si il y a eu, et vous en conviendrez, des risques de duplication pour permettre à ces différentes entités de projeter un regard attentif, non seulement sur le processus administratif, et deuxièmement, sur les dépenses publiques en général. La CNMP a été créée via le décret de 2004, mais bien avant et déjà à partir de 1953, il y a eu une volonté de modernisation, une volonté de standardiser un certain nombre de pratiques d'achat qui existaient bien avant. On souhaitait les standardiser. Donc il y a eu un premier texte sur l'adjudication, un deuxième texte en 89, ce qui a montré une certaine continuité et une volonté d'amélioration des pratiques d'achat public, parce qu'il y avait eu aussi un constat, en tout cas un certain constat d'inefficacité, inefficacité qui n'avait que trop duré, parce qu'il y avait beaucoup de dépenses et les résultats n'étaient pas toujours au rendez-vous. Donc à partir de 2004, et à partir de cette volonté politique que je viens tout bonnement d'évoquer, la CNMP a pris naissance, même si ce texte a été formellement abrogé par la loi du 10 juin 2009. Mais on retient quand même que la CNMP, à partir du décret du 3 décembre 2004, a vu le jour. Il a été précisé que la CNMP, à travers une déclinaison de 17 attributions, intervient dans le cadre de la lutte contre la corruption. Parce qu'en général, la création de ces entités, dont la CNMP, c'était pour pouvoir créer ou encore aménager un environnement anti-corruption. Mais la démarche de la CNMP est tout à fait singulière parce que la CNMP ne s'intéresse pas formellement aux fraudes au départ. L'intérêt de la CNMP, c'est d'intervenir sur les irrégularités. Et les irrégularités peuvent certainement émaner de cas de fraude, mais tout autant, elles peuvent émaner aussi à partir de l'incompétence des cadres qui sont appelés à intervenir sur les dossiers de marché public, à rappeler que les marchés publics revêtent une certaine technicité et en général, on n'a pas beaucoup de spécialistes en Haïti. Donc, le rôle de la CNMP, c'est d'essayer, au-delà des activités de formation, d'attirer l'attention de l'ensemble des acteurs concernés et même au-delà des acteurs, de la société en général sur l'importance de l'éthique. Parce qu'au-delà de l'application de la loi, il y a, par exemple, un rapport de soi à soi qui exige aux fonctionnaires et à l'opérateur économique d'essayer d'avoir une conduite pouvant mener vers l'efficacité des dépenses publiques. Parce que dès qu'il y a gaspillage, il y aura des retombées négatives pour toute la société et des retombées sur la situation macroéconomique. Donc la question de l'éthique est toujours mise en avant dans toutes les interventions de la CNMP. Que ce soit d'un point de vue interne, c'est-à-dire
dans les opérations de contrôle au niveau de la CNMP et également dans les interactions qui sont constantes avec les acteurs des autorités contractantes et les acteurs de la société civile. Donc pour ainsi me résumer, pour cette première partie, il y a, au-delà de l'intervention de la CNMP pour les cas de fraude, il y a une intervention plus marquée pour la sensibilisation et pour la formation. Et au cœur de cet accompagnement, il y a la notion d'éthique qui est toujours mise en avant. Pour les cas de corruption peuvent être identifiés, j'essaie aussi de contrôler l'heure, les cas de corruption peuvent être identifiés à tout moment. Premièrement, avant même le lancement du processus de passation de marché. Parce que ce qui doit justifier le lancement d'un processus de passation de marché, ce n'est pas la disponibilité budgétaire. Ce n'est pas dès que j'ai de l'argent, je dois dépenser. C'est l'existence d'un besoin. Et ce besoin doit exister réellement et matériellement. Ce n'est pas quelque chose qu'on va inventer pour essayer de dépenser parce que l'on sait, au bout du compte, l'intervention de la CNMP va se limiter à essayer de voir la conformité, de voir si, dans le cadre du processus de dépense, si on a respecté les prescriptions de la loi. Donc, au départ, il faut qu'il y ait un besoin et que ça se justifie par quelque chose de matériel et que ça soit réel. Pendant la phase, on peut également s'orienter vers une articulation des critères qui tend à prioriser tel ou tel acteur ou à essayer aussi à ne pas respecter rigoureusement les exigences de transparence, c'est-à-dire à ne pas transmettre les informations à tout le monde ou à essayer d'articuler les critères de telle sorte à favoriser tel ou tel acteur et à reléguer au second plan d'autres acteurs, d'autres opérateurs économiques qui pourraient librement pouvoir accéder au processus de passation de marché. Pendant la phase postérieure, c'est-à-dire au niveau de l'exécution aussi, il y a une obligation de bonne exécution et qui pèse sur les opérateurs économiques. Cette obligation peut ne pas être respectée et dans une certaine complicité avec l'autorité contractante elle-même. Donc, on peut identifier les fraudes partout. Ça peut provenir de l'autorité contractante, c'est-à-dire de l'entité de l'État, mais ça peut tout autant provenir de l'opérateur économique. C'est pourquoi la question de la sensibilisation doit toucher les acteurs publics et les acteurs privés. Mais au-delà des acteurs privés, au-delà des acteurs qui sont directement concernés, il y a aussi un regard de la société civile dans le cadre de contrôle citoyen. Donc si les gens sont bien informés, les gens pourront aussi intervenir et essayer de dénoncer si les informations sont disponibles. Une minute. Une seule minute. Donc, pour les dispositifs de lutte contre la corruption, au-delà de tout ce que j'ai dit, que ce soit en préambule de l'intervention et par rapport à la présentation de la CNMP, il y a une charte de déontologie qui est signée par tous les secrétaires techniques de la CNMP. Tous les acteurs au niveau de la CNMP appelés à intervenir sur les dossiers de marché doivent signer la charte de déontologie. Il y a un formulaire de la lettre d'adhésion à la charte d'éthique. Les opérateurs économiques de leur côté doivent aussi confirmer qu'ils ont adhéré à la charte d'éthique. Il y a un effort constant de standardisation du processus de traitement de dossiers pour éviter que les différents cadres de la CNMP qui interviennent dans le contrôle des marchés publics aient, je dirais, une certaine marge de manœuvre pour essayer de réagir à partir d'opinions ou autre chose. Donc pour nous assurer que la loi est strictement respectée, il y a un processus de standardisation. Il y a une banque de ressources en marché public. La CNMP forme des étudiants et accorde des stages très régulièrement pour s'assurer que si, par exemple, des cadres sont partis, d'autres personnes
et très bien formés peuvent les remplacer. Il y a l'identification des bénéficiaires effectifs. Je termine. Pour l'identification des bénéficiaires effectifs, c'est la possibilité d'avoir les informations sur toutes les personnes au niveau des entreprises qui peuvent avoir un certain bénéfice. Je peux ne pas être directement propriétaire de l'entreprise, mais je peux avoir un certain intérêt à ce que l'entreprise remporte un marché public parce que de toute façon, j'ai investi, j'ai prêté des fonds, même si mon nom n'apparaît pas directement dans les dossiers administratifs. Il y a la mise en place d'un comité de réforme au niveau de la CNMP. Ce qui fait la différence entre la CNMP et les autres entités, c'est que la CNMP est aussi une entité de réglementation, un organe de régulation. Donc au niveau de la CNMP, il y a un travail qui est fait de manière constante sous la loi pour voir comment on peut améliorer les textes normatifs et comment aussi on peut améliorer l'ensemble des structures qui interviennent dans les processus de passation de contrôle des marchés publics. Et pour finir, en termes de recommandations... C'est vraiment la fin. C'est vraiment la fin, je me dois dénoncer 2 ou 3 recommandations. Ok, allez-y rapidement. Donc, il y a pour la CNMP, le fait d'essayer de s'orienter vers d'autres documents autres que les textes normatifs, d'autres documents comme des guides pour accompagner les acteurs et aussi pour informer la société civile. Il y a la réprimande des mauvaises pratiques, il y a la perspective de mettre en place un code d'éthique et de la transparence en matière de marché public. Il y a aussi la question de la simplification des procédures administratives, parce que ça doit être quelque chose qui est ouvert à tout le monde doit comprendre et l'ensemble des processus pour pouvoir dénoncer et réagir. Et ensuite, il y a aussi, pour finir vraiment, la mise en pratique de la procédure d'exclusion ou de radiation des soumissionnaires délinquants. Et la dernière phrase, ce sera ceci. On a eu pendant plusieurs années une liste noire qui a été blanche. Ça a été une blague au niveau de la CNMP et aussi en Haïti en général. Maintenant, je ne vais pas vous dire que la liste a beaucoup d'entreprises, mais on a fait un pas dans la bonne direction. Il y a au moins une entreprise qui a été ajoutée à cette liste. C'est un pas, ce n'est pas une fierté pour nous, mais quand même, je pense qu'avec cette mesure, ça pourra renforcer le système et permettre aux acteurs de jouer leur rôle conformément à la loi. Tout d'abord, le plan. On va voir l'UCREF et ses partenaires. On va voir le cadre légal, la mission de l'UCREF. On va voir aussi l'UCREF et ses assujettis, c'est-à-dire les personnes et entités qui sont assujetties par rapport à la mission de l'UCREF. On va voir aussi les DOS, les déclarations de soupçons, déclarations de transactions. Et finalement, on va voir le secret professionnel, que ce soit pour les institutions financières ou les institutions assujetties de manière plus générale, et le secret professionnel pour l'UCREF, les agents qui travaillent à l'UCREF. Et finalement, le défi et les perspectives. Voilà. Donc, j'espère que c'est présenté en arrière-plan. UCREF, si je dois présenter l'UCREF, c'est une entité publique. Je ne vais pas faire l'histoire de l'UCREF, mais pour dire que seulement que c'est une entité publique chargée de l'assainissement du système financier haïtien. Quand on dit assainir, ça veut dire l'UCREF est là pour nettoyer, pour en fait détecter les déclarations soit frauduleuses, les déclarations ayant un rapport avec un crime qui a été préalablement commis. Et pour ce crime, il y a un profit. Donc voilà. Et donc l'UCREF, c'est une entité chargée de mener des enquêtes sur les crimes financiers. Autonomie, c'est une institution autonome, puisque pour faire ce travail, l'UCREF doit être autonome
c'est-à-dire avoir toute la latitude, toute son indépendance opérationnelle pour faire ce travail, puisqu'on est appelé à faire des enquêtes sur tout le monde, sans exception aucune. Il suffit que vous faites une transaction sur le territoire national ou en rapport avec le territoire national haïtien pour que l'UCREF puisse se saisir de l'affaire. Donc c'est pour vous dire que même l'étudiant qui est là, même l'élève qui est là, est concerné par le travail de l'UCREF dans la mesure où cet étudiant, on l'utilise pour aller faire une transaction. Même si vous allez faire une transaction de mon cash, vous êtes concerné par le travail de l'UCREF puisque désormais, il y a un représentant de conformité à mon cash. Voilà. Donc cette institution a été placée sous la tutelle du ministère de la Justice, mais le ministère de la Justice, en quelque sorte, n'a aucune entrée-sortie dans cette institution autonome. C'est comme, vous pouvez penser ce que vous voulez, Maître Lotu, je sais que vous êtes là, je ne vous regarde même pas. Mais très sérieusement, l'UCREF fait son travail de manière autonome et aucune autorité de l'État, aucune autorité supérieure hiérarchique n'a le droit de poser des questions ou bien d'informer, sauf sur les activités de l'institution, mais pas sur les enquêtes qu'on est en train de mener. Cette institution a été créée au même type que les autres institutions au début des années 2000. Donc l'UCREF a été créé en 2001, mais commence à fonctionner véritablement en 2004. Et elle est régie, ou bien elle est organisée par une loi organique de 2017 qui est entre-temps modifiée pour être plus en harmonie avec le standard du GAFI. Voilà. Et donc du coup, on va voir maintenant les institutions partenaires, les institutions importantes ou les institutions partenaires. Est-ce que vous... Parfait. On a la DCPJ, c'est-à-dire l'UCREF travaille aussi avec la DCPJ. On collabore dans nos enquêtes avec la DCPJ, particulièrement le BAF, qui est le Bureau des affaires financières et économiques, le BAC, aussi le Bureau des activités ou bien des affaires criminelles. On collabore aussi avec l'ULCC, ça dépend du cas. S'il s'agit lors de nos enquêtes, si on voit qu'il y a la corruption qui est impliquée dans la question, eh bien, on envoie des correspondances à l'ULCC pour qu'on puisse avoir plus d'informations en cette matière. Il y a aussi la BRH, la Banque de la République d'Haïti, qui s'occupe de la réglementation des institutions financières en Haïti et surtout qui s'occupe aussi de la supervision des institutions financières. Donc, sur ce point-là, on est capable de collaborer avec toutes les institutions financières du pays. Et aussi, on a la CONALDA, qui est la Commission nationale de lutte contre la drogue. Donc, on collabore aussi avec la CONAL. Et le BAFOS, c'est une structure à l'intérieur de la CONAL qui s'occupe de l'ensemble des biens saisis par les autorités établies. Je vais être très rapide, comme je vous avais dit. Institutions partenaires, on collabore. Lors de nos enquêtes, on doit avoir des institutions nationales pour nous aider à faire le travail. C'est-à-dire l'UCREF à elle seule ne peut pas faire le travail de lutte anti-blanchiment des capitaux. On doit avoir aussi l'aide d'autres institutions telles la DGI, par exemple, qui est impliquée dans l'identification des personnes, par exemple, le matricule fiscal, par exemple, le numéro d'identité fiscale. On a l'ONI aussi, sur l'identification nationale. On a l'AGD, si la personne est impliquée dans des transports de fonds et de matériel. Et pour la personne aussi, si la personne transporte aussi des fonds sur elle lors de ce déplacement à l'extérieur du pays, c'est-à-dire la déclaration de douane, etc. Donc que ce soit au niveau des ports, que ce soit au niveau des aéroports, la douane a aussi l'obligation de collaborer avec l'UCREF.
On a aussi l'OAVCT et d'autres institutions sur lesquelles je ne vais pas m'attarder puisque je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais être rapide. On a un cadre légal. Et pourquoi je mets en premier les 40 recommandations du GAFI? C'est parce que toutes les lois haïtiennes en cette matière, la législation haïtienne en cette matière doit être en harmonie, doit être en conformité avec les 40 recommandations du GAFI. Voilà pourquoi j'ai mis les 40 recommandations avant. Parce que dans toutes ces lois-là, vous allez voir, ce sont les 40 recommandations du GAFI. C'est-à-dire, et Haïti, là je ne parle pas pour Ukraine, je parle d'Haïti. Haïti doit être en conformité technique avec les 40 recommandations du GAFI. C'est-à-dire, dans nos lois, on doit avoir dans toutes les spécificités nécessaires, les 40 recommandations, les 40 standards du GAFI. Donc je ne vais pas m'attarder sur les lois, puisque entre-temps, on a fait des modifications en 2023, que ce soit pour la loi sur sanctionner le blanchiment, que ce soit sur la loi organisant l'UCREF, qui est la loi organique, en novembre 2023, et la loi sanctionnant le blanchiment en mai 2023. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup d'avocats dans la salle, mais je dois vous dire que je ne sais pas si vous étiez au courant. Vous avez l'obligation de faire des déclarations de soupçon à l'UCREF lorsque vous interveniez en tant qu'intermédiaire financier. C'est-à-dire, si vous êtes intermédiaire financier, vous avez l'obligation de faire votre déclaration de soupçon à l'UCREF. Je ne dis pas que l'avocat doit faire à tout bout de champ une déclaration de soupçon à l'UCREF. Si l'avocat gère ou bien défend son client, ça c'est autre chose. Mais si l'avocat gère un patrimoine pour un client et lors de la gestion de ce patrimoine, l'avocat constate qu'il y a lieu de faire des déclarations de soupçon à l'UCREF, eh bien, ils doivent le faire au terme de la loi. Et c'est pas en Haïti, c'est partout ailleurs, c'est la même chose. Donc c'est une recommandation internationale. On sait que les avocats gèrent beaucoup de biens pour des clients, c'est-à-dire faire des transactions pour des clients, etc. Voilà. L'avocat peut toujours choisir de ne pas le faire, mais tôt ou tard, dans l'enquête de l'UCREF, si le nom de l'avocat monte, eh bien, on ne sera pas responsable. On ne sera pas responsable parce que l'avocat sera accusé de complicité de blanchiment avec son client. C'est pour vous dire que c'est très sérieux ce que je suis en train de dire. Maintenant, les obligations des institutions financières qui ont les institutions financières, en fait, pas seulement les institutions financières, mais les institutions assujetties ont l'obligation de conserver des documents pouvant identifier des personnes. C'est-à-dire, si à un moment donné, l'UCREF demande même s'il y a une cessation de relation entre l'institution financière et l'UCREF et la banque, entre l'institution financière et le client, eh bien, ils ont l'obligation de faire, de conserver la documentation afin d'identifier cette personne-là. Voilà. Donc, il y a une obligation de vigilance, particulièrement sur les PPE, les personnes politiquement exposées. On identifie les PPE, c'est les ministres, par exemple, les ministres, les anciens ministres, les sénateurs, les députés, les directeurs généraux, c'est-à-dire toute personne qui occupe ou qui a occupé à un moment donné une haute fonction publique, et bien cette personne-là est considérée comme une PPE, une personne politiquement exposée. Et à cette phase, toutes les institutions assujetties doivent avoir un regard accru, un regard approfondi lors des relations d'affaires avec cette personne qu'on appelle PPE. Mais quand je dis PPE, même les proches des PPE aussi sont des PPE. C'est-à-dire, si vous êtes la sœur d'un député, la sœur d'un directeur général, ou bien frère, ou bien cousin, cousine, ou bien ma tante, tonton, ou bien vous êtes la servante d'un député, la servante du directeur général, vous êtes aussi un PPE. C'est-à-dire, c'est pour vous dire que ce n'est pas une blague. Ce n'est pas seulement les députés qu'on est en train de suivre, on est en train aussi de suivre même sa servante, même son garçon de cour.
a dit l'institution financière doit surveiller est-ce que, parce que ça peut arriver que le PPE, ou bien la PPE, la personne politiquement exposée, donne de l'argent à une personne qui travaille chez elle pour aller faire une transaction à la banque. Donc le client maintenant, c'est la personne qui est arrivée sur le comptoir devant le préposé pour faire la transaction. Mais le député ou bien le directeur général, il est chez lui. Donc c'est lui qui est la personne politiquement exposée, mais aussi la personne qui est venue faire la transaction. Donc le véritable donneur d'ordre, ou bien le principal bénéficiaire dans cette affaire, c'est le député ou le directeur général qui a envoyé la servante, ou qui a envoyé son frère ou sa soeur, mais sa soeur ou sa copine a aussi l'obligation d'expliquer qui est le véritable donneur d'ordre. Ou bien la banque, ou bien l'institution financière doit chercher à connaître la principale personne bénéficiaire de cette transaction. Et on s'en va très vite parce que c'est très compliqué, beaucoup de pression sur moi. Et les institutions assujetties doivent connaître leurs clients. On prétend que les institutions financières connaissent leurs clients. Et vous avez l'obligation de les connaître. C'est-à-dire, si vous faites affaire à une personne ou à un client ou à une personne quelconque, vous devez connaître votre client, que ce soit une personne, que ce soit une institution. Et ça inclut vous pouvez regarder derrière moi, vous pouvez voir tout ce que ça inclut en termes de nos customers. Bien, on s'en va, déclaration de soupçon. Eh bien, les institutions dont je viens de citer ont l'obligation d'envoyer des déclarations de soupçon à l'UCREF, et la déclaration de soupçon, c'est lorsqu'il existe une opération financière douteuse. Quand l'institution financière a des doutes de croire, ou bien a des motifs raisonnables de croire que l'argent qui est en train de faire, ou bien les fonds, ou bien les capitaux qui sont en train de faire, et qui sont impliqués dans cette transaction-là, peuvent, mais pourraient provenir d'une source illicite, et bien à ce moment-là, l'institution assujettie ou la personne assujettie a l'obligation d'envoyer une déclaration, alors en toute confidentialité, j'ai bien dit, en toute confidentialité, une déclaration de soupçon à l'UCREF. Et à ce moment-là, l'UCREF va faire son travail d'enquête, approfondir cette déclaration de soupçon, aller chercher d'autres informations et supplémentaires pour pouvoir étayer sa lanterne et aboutir, s'il y a indice, à un rapport qui va être envoyé à l'autorité judiciaire. Il y a aussi des déclarations de provenance de fonds ou de transactions. Donc, c'est toute la transaction, tout quand vous faites même un dépôt mon cash. Bon, vous êtes allé retirer de l'argent à mon cash, désormais, vous êtes concerné par l'UCREF. Maintenant, c'est surtout sur l'origine de la transaction, ou bien l'origine des fonds. C'est aussi sur le seuil, par rapport au seuil fixé. Le seuil est désormais, présentement, sur la réglementation de la BRH, fixé à 1 million, oui, merci, à 1 million et 100 000. Donc, si vous êtes allé faire une transaction qui est de 1 million 100 000, bien, vous devez dire d'où provient cet argent. Mais ça peut arriver aussi que vous pratiquez quelque chose qui s'appelle le couponnage ou bien le saucissonnage. C'est-à-dire vous êtes en train de répartir, faire une répartition de votre argent et pour en quelque sorte dissimuler la provenance aux institutions financières. C'est-à-dire pour empêcher qu'elles puissent voir d'où proviennent les fonds qui sont en train de faire cette transaction-là. Donc c'est pour vous dire que c'est très important. À ce moment-là, ils font des déclarations de transaction à l'UCREF. Quand déclarer, quand il y a doute, si la personne refuse de dire d'où provient son argent, si la transaction ne correspond pas au profil du client. Et à ce moment-là, l'institution financière ne peut pas, par exemple la banque ne peut pas faire valoir
le secret bancaire pour ne pas déclarer la déclaration des soupçons ou des transactions. A dit, à ce moment-là, le secret bancaire tombe. Donc pourquoi déclarer? C'est par rapport à l'origine. Regardez tous les crimes et sur le tableau derrière moi qui sont projetés. Donc l'argent peut provenir de l'un de ces crimes ou de plusieurs de ces crimes. Donc si la personne fait la corruption, ou la personne vend la drogue, ou la personne est dans le crime organisé, etc., et ça va générer des profits. Et quand ça génère des profits, la personne va essayer d'intégrer cet argent dans le système financier normal. Donc il faut les surveiller de manière assidue pour les empêcher de mettre de l'argent sale dans le système, dans l'économie non légale. Secret bancaire, j'ai dit tout à l'heure que ça tombe, je ne vais pas développer. Obligation de secret. Par contre, pour l'UCREF, je dois vous dire que pour l'UCREF, et c'est très important pour moi, de vous dire que l'UCREF, c'est l'unité centrale de renseignement financier. C'est-à-dire, quand vous êtes dans le renseignement financier, donc c'est-à-dire vous manipulez des milliers, des dizaines et même des centaines et même des millions d'informations sur des personnes. Donc, l'UCREF a l'obligation de protéger, en quelque sorte, l'anonymat des personnes sur lesquelles il investigue. Et à ce moment-là, on n'a pas la possibilité de dire sur qui on travaille. Monsieur Terralien. A dit, oui, on a quelques... Oh, tu peux donner 2 minutes encore, c'est ça? Non, c'est pas. Donc, je vais finir rapidement. Donc, ça veut vous dire que lorsque on fait du recrutement à l'UCREF, eh bien, la personne doit se monter patte blanche. On fait un vetting sur la personne pour voir si c'est une personne qui est correcte, qui est de moralité et saine. Et à ce moment-là, on peut en quelque sorte engager la personne pour travailler à l'UCREF. Et à ce moment-là, on va faire signer un acte d'engagement de confidentialité à cette personne. Voilà. Et pour finir, obligation de secret, je vous dis, et si l'agent de l'UCREF parle à la radio, par exemple, pour dire voilà sur quel dossier on est en train de travailler, etc., eh bien, on peut même poursuivre l'UCREF. Donc, on est interdit de parler des dossiers sur lesquels on travaille. Ça, c'est le processus d'enquête. On investigue sur les informations pour identifier la personne, identifier les comptes bancaires, analyser les comptes, les transferts, les biens mobiliers et immobiliers, le casier fiscal et judiciaire. Ça, c'est le processus d'enquête qu'on respecte, etc. Donc, à la fin, on est dans les demandes d'entraide. Pour les demandes d'entraide, voilà ce qu'on fait. On collabore avec des institutions, particulièrement des institutions internationales, c'est-à-dire on peut recevoir une demande de n'importe quelle institution internationale qui respecte les mêmes obligations de confidentialité que l'UCREF, eh bien, on collabore avec ces institutions-là. Donc, pour formaliser ces relations-là, afin de protéger les relations avec lesquelles on va travailler, eh bien, on fait signer des mémorandums, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international. Monsieur Terralien. Voilà. Monsieur Terralien, merci. Excuse-moi, donne-moi 30 secondes pour que je puisse parler des défis et perspectives. Ça vous concerne. Les défis et perspectives, ça vous concerne. Lorsque l'UCREF aboutit à des rapports, on les envoie aux autorités judiciaires. Le suivi aux autorités judiciaires, ça vous concerne. Parce que vous allez dire maintenant, que fait l'UCREF, etc. Mais l'UCREF envoie ses rapports aux autorités judiciaires. Donc c'est aux autorités judiciaires d'aboutir à des jugements et des condamnations. Et à ce moment-là, vous allez constater effectivement le travail que fait l'UCREF. Donc, ma présentation s'articule autour de 3 grands points. Dans un premier temps, on présentera l'ULCC, sa mission et son mandat. Et sa mission qu'on peut trouver à l'article 2 du décret du 8 septembre 2004, portant création et fonctionnement de l'ULCC, et son mandat à l'article 4 du décret du 8 septembre 2004. Donc, dans un premier temps, on présentera l'ULCC. Dans un second temps, on parlera des actions, de quelques actions et réalisations de l'ULCC. Et avant de conclure, on parlera des impacts
politiques, des impacts sociopolitiques, des impacts économiques de la corruption sur l'économie, sur la société en général. D'autres dieux. Donc, l'ULCC, c'est un organisme autonome créé par décret du 8 septembre 2004 sous tutelle du ministère de l'économie et des finances. Donc, depuis 2004, l'ULCC, c'est l'organe anticorruption national qui a été créé par l'État haïtien pour combattre la corruption et ses manifestations sous toutes ses formes. Il faut noter également que plusieurs points ont été à la base de cette création, de la création de l'ULCC. Donc il faut noter le cadre de coopération intérimaire en 2004-2005 et il faut aussi noter la ratification par Haïti des conventions internationales. Je veux parler de la Convention interaméricaine contre la corruption et de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Donc, l'objectif rapidement, c'est d'évaluer, c'est de présenter, de camper l'institution anticorruption et ensuite de souligner rapidement, et puisque qu'on a seulement 10 minutes, c'est moi qui ai préparé une présentation de 30 minutes, on m'a imposé 10 minutes. Je vais faire avec, donc c'est compliqué, mais je vais le faire. Et donc, on va rapidement présenter l'institution et pour finir, évaluer les impacts politiques, socio-économiques. Donc, le contexte de création, on en a parlé. Contexte de création. Donc, il faut aussi noter la publication de l'indice de perception de la corruption en 2003. Mais on a commencé à publier cet indice. Transparency a commencé à publier cet indice en 1995. Mais ce n'est qu'en 2003 qu'on a intégré Haïti dans la publication de l'indice de perception de la corruption. Et tout à l'heure, on a parlé de l'adoption de la Convention de Mérida, qui n'est autre que la Convention des Nations Unies contre la corruption. Donc, mission et mandat, on ne va pas nous éterniser là-dessus. C'est comme je l'ai souligné tout à l'heure. Et à l'article 2 du décret du 8 septembre 2004, vous allez trouver, et c'est sur Internet d'ailleurs, le décret du 8 septembre 2004 portant création et fonctionnement de l'ULCC. Et à l'article 4 et il y a le mandat, de l'institution. Mais de manière générale, je dois vous dire que l'ULCC a pour mission de combattre la corruption et ses manifestations sous toutes ses formes dans l'administration publique. Donc, l'ULCC aussi assure la mise en application de la loi du 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine par certaines catégories de fonctionnaires et agents publics. Et nous assurons également la mise en œuvre de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. Donc nous agissons à travers deux grands axes d'intervention. Il y a l'axe préventif qui prend en compte, si vous voulez, l'ensemble de toutes les formations, les sessions de sensibilisation et autres, d'éducation et autres. Et il y a aussi la détection qui est l'autre axe. C'est tout ce qui est rapport, tout ce qui est... en fait, je dois vous dire que l'ULCC travaille sur des dossiers de corruption, soit par dénonciation, soit à travers notre hotline, qui est la ligne 5656. Et on peut faire aussi des dénonciations via le site de l'ULCC. On peut décider, l'ULCC, le directeur général de l'ULCC, M. Hans-Jacques Joseph, peut décider de travailler sur un dossier ou de faire une enquête par autosaisine. Donc, nous travaillons aussi, par exemple, l'ULCC fut membre du comité interinstitutionnel contre la fraude fiscale, la contrebande et
la fraude fiscale et la contrebande. Donc, et nous travaillons, tout ce qui est corruption, dès qu'il y a soupçon de corruption, l'ULCC peut intervenir à n'importe quel moment. On continue. Donc, et je dois vous dire que pendant les 3 dernières années, l'ULCC a acheminé 43 dossiers d'enquête au parquet. Donc, l'ULCC ne peut pas aller plus loin que ça. En fait, on peut toujours intervenir auprès des juridictions, auprès des commissaires et autres, mais l'ULCC prépare des dossiers d'enquête et les achemine au parquet de la République. Donc, il revient au commissaire du gouvernement d'assurer le suivi de dossier ou de classer un dossier sans suite, malheureusement. Donc, comme vous pouvez le remarquer sur le tableau, et on a l'année dernière, on a travaillé sur 54 dossiers d'enquête à travers des dénonciations dont je vous ai parlé tout à l'heure, dont 17 ont été transmis au parquet de la République, aux autorités judiciaires poursuivies. Et on avait 37 dossiers en cours, enquêtes en cours, et d'octobre 2023 à mars 2024, et on a travaillé sur 35 dossiers d'enquête et dont 9 ont été acheminés aux autorités judiciaires poursuivies. Et actuellement, nous avons 25 enquêtes en cours actuellement. On continue. Donc, on se passe, ça c'est la structure organisationnelle de l'institution et le directeur général est secondé par deux directeurs, un directeur administratif et financier et un directeur, en fait, une directrice des opérations qui est avec nous là et dans la salle. On continue. Donc, les agents de l'ULCC, ça c'est extrêmement important. N'importe qui ne peut pas travailler à l'ULCC. En fait, il faut avoir les compétences requises. Sinon, avant votre intégration à l'ULCC, il y a toute une enquête préliminaire effectuée sur l'intéressé. Et il y a aussi un vetting qui se fait sur l'intéressé. Et en intégrant, l'agent doit signer un pacte de confidentialité. Et il y a toute une petite enquête préliminaire sur l'intéressé. Donc, et avant d'entrer en fonction, ils doivent signer une déclaration concernant la confidentialité des informations de l'institution et autres. Donc, quiconque décide de fournir sans autorisation, bon, on ne peut même pas autoriser à quelqu'un de divulguer une information sensible de l'ULCC. Donc, vous êtes passible de près de 1 à 3 ans d'emprisonnement et aussi il faut payer une amende de plus de 250 000 gourdes. Donc, et rapidement, étant donné qu'on a seulement 10 minutes, on va passer rapidement aux impacts économiques. Donc, comme vous le savez, la corruption et toute l'administration publique haïtienne et les impacts sont considérables. Donc, vous allez voir qu'il y a des enfants qui ne peuvent pas se rendre à l'école, ou du moins s'il n'y a pas d'infrastructures scolaires, infrastructures sanitaires. Ce sont les retombées négatives de la corruption, malheureusement. Donc, la corruption affaiblit les institutions en détournant des mécanismes décisionnels. Elle entraîne la perte de confiance à cause des scandales de corruption récurrents. Comme vous savez, on doit gagner la confiance de la population. C'est la population la population doit nous aider à identifier les actes de corruption, bien qu'on peut décider d'autosaisir un dossier quelconque de corruption. Soupçon de corruption. Donc, elle induit une instabilité politique en alimentant des rivalités politiques et on peut se trouver dans une situation, bien dans des situations difficiles et à cause de la corruption. Donc, la corruption peut prendre plusieurs formes, népotisme, abus de fonction, délits initiés, trafic d'influence, pour ne citer
que ces infractions-là. Pour avoir une idée beaucoup plus large, et il y a la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption qui fait un étalage d'un ensemble d'infractions. Il y a la passation illégale des marchés publics, pour ne citer que ces infractions-là. Donc vous allez trouver, et nous avons aussi le guide technique et le guide pratique de la loi du 12 mars 2014. Donc, pour ne citer que ces infractions-là, que ces documents-là, donc vous pouvez trouver beaucoup plus d'informations en consultant soit la loi du 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine, soit la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. Et il y a d'autres documents aussi qui sont disponibles sur le site de l'ULCC. On continue. Impacts sociaux. La corruption accroît les inégalités sociales, donc le fossé entre les citoyens, les citoyens de la société. La corruption dégrade les services publics. Il y a les services publics de base, il y a prestation des services publics par certaines institutions publiques. Et la corruption impacte aussi le bien-être en privant l'accès aux services fondamentaux. Donc, il y a, en parlant de bien-être, donc, on veut aussi, c'est aussi lié aux services de base dont on parlait tout à l'heure. Donc, droit à l'éducation, droit à la santé et autres. Et là, maintenant, on va rapidement parler des éléments d'appréciation de la situation de la corruption en Haïti. Et tout à l'heure, on a parlé de l'IPC. Donc l'IPC, c'est l'indice de perception de la corruption. C'est un indice publié chaque année par Transparency International, qui est une ONG allemande, qui vous donne une idée de l'état de la corruption du pays. Donc c'est l'indice de perception de la corruption. C'est un indice composite qui prend en compte plusieurs variables, des variables politiques, des variables économiques, qui prend en compte aussi l'état. En fait, c'est une perception, bien entendu. Des fois, souvent, la perception n'est pas trop loin de la réalité, mais il faut rester au niveau de la perception. Et il y a aussi l'enquête sur la gouvernance et la corruption qui a été réalisée en 2006. Là, maintenant, nous sommes en train de voir comment reconduire l'enquête sur la gouvernance et la corruption. Pour reconduire l'enquête sur la gouvernance et la corruption, il faut évaluer l'ancienne stratégie, c'est-à-dire on avait eu un document de stratégie nationale de lutte contre la corruption. Il faut aussi non seulement il faut reconduire, il faut évaluer l'ancienne stratégie et il faut lancer l'enquête en question, l'enquête dont on parle là, dont on est en train de parler là. Et ces deux résultats nous permettront, si vous voulez, d'élaborer une nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption sur les 10 prochaines années, comme on l'a fait avant, en 2009. On continue. Mais là, vous avez en face de vous les résultats d'Haïti, le score d'Haïti dans l'indice de perception de la corruption de 2002 à 2023. Donc, la plus forte note d'Haïti a été en 2010, 2017, 2002, où on a obtenu 22 sur 100. Okay? Et Haïti fait toujours partie des 10 pays les plus corrompus de l'hémisphère, en fait, de la planète. Bien entendu, et en général, on n'a pas. La dernière publication a été faite sur 180 pays et Haïti faisait partie des 10 pays les plus corrompus. On continue. Donc, en termes de réalisation, on a fait beaucoup d'efforts, on a réalisé beaucoup, on a effectué beaucoup d'efforts, tant sur le point préventif que sur le point répressif. Sur le point préventif, on a eu beaucoup de sessions de formation, on a formé des journalistes, on a eu des sessions de formation avec les acteurs judiciaires, on a eu des sessions de formation avec des universitaires, des élèves et autres, et écoliers. Donc, et sur le point répressif, on a effectué beaucoup d'efforts également. Je viens de le souligner tout à l'heure. Et sur les 3 dernières années, l'ULCC a acheminé 43 dossiers d'enquête au
aux acteurs judiciaires et nous attendons des procès, nous attendons des condamnations, pourquoi pas. Et on a eu des perquisitions, excusez-moi, et récemment on vient d'avoir une perquisition, on a eu des perquisitions dans le temps, l'année dernière on a eu au moins 3 ou 4 perquisitions. Je sais que plusieurs personnes ici ont déjà consulté par exemple la revue transparence de l'ULCC. Donc tant sur le plan préventif que sur le plan répressif, on essaie de faire de notre mieux. Donc l'ULCC a des institutions partenaires clés. On peut citer la Cour supérieure des comptes, la Commission nationale des marchés publics, l'UCREF, l'IGF, l'OMRH, les doyens et les commissaires du gouvernement, les PTF, on salue nos PTF. Je dois 2 minutes. Ok, on salue nos PTF. Je vais parler de l'ONUDC, de la Banque mondiale, de l'Union européenne, et pour ne citer que ces partenaires techniques et financiers. En conclusion, l'ULCC, c'est une institution qui travaille pour combattre la corruption et ses manifestations sous toutes ses formes. On est là pour promouvoir la transparence, qui est un thème lié, si vous voulez, à la redevabilité, qui est la thématique centrale du salon du droit. Et on est aussi en plein et dans les réformes gouvernementales à travers la Commission nationale et la Commission de réforme des finances publiques et de la gouvernance économique. Et il y a aussi le CP qui joue le rôle de fiduciaire avec nos partenaires techniques et financiers. Donc en gros, j'ai essayé de camper l'ULCC en 10 minutes. C'était très 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 difficile, comme je vous ai dit. J'ai préparé une présentation de 30 minutes. Merci je remercie maintenant Odeus et j'attends les questions. Merci. Pour nous autres, nous ne sommes pas un institut de contrôle, nous sommes un institut supérieur de contrôle. Et à ce titre, nous avons notre propre fonctionnement et nous avons nos propres exigences. Mais, pour être plus clair dans le débat, je vais éclaircir le concept ISC. C'est quoi un ISC? Un ISC, c'est un organisme public indépendant qui rend l'administration publique imputable aux auditants en auditant les revenus et les dépenses des gouvernements. Si nous prenons la cartographie de la chaîne de dépenses en Haïti, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir, il y a toute une chaîne d'instituts de contrôle. Par exemple, vous allez voir la direction du budget, la direction du trésor, l'IGF, ULCC, UCREF. Ces organismes-là font partie de la structure interne du gouvernement, comparativement à la Cour des comptes qui fait partie de la structure externe. Ce qui donne à son travail, ce qui donne à ses outputs, qu'on appelle les rapports, un degré de fiabilité beaucoup plus élevé de par sa position d'indépendance. Donc, après avoir fixé clairement le concept ISC, donc, il revient à moi de vous dire que, à ce titre, de par sa position, de par la façon dont on définit la Cour supérieure des comptes, CSCCA, dans la charte fondamentale, la CSCCA, c'est un institut supérieur de contrôle. C'est une juridiction financière, qui, normalement, juge les comptes. C'est très important de comprendre. On juge à la Cour, on juge les comptes. Donc, pour juger les comptes, on doit avoir un tribunal. Et en dessous et à l'intérieur de la structure, on a également un ISC. Donc, l'ISC fait le travail d'audit et à partir de ces rapports-là, maintenant, on les achemine au tribunal pour que maintenant, le juge et en collège juge les comptes. Donc, maintenant, l'autre problème, c'est que on parle de corruption.
Et à chaque fois, on demande, le public dit, oh, côté Cour des comptes, ILCC fait 40 rapports, que de Cour des comptes pas dire non. La corruption est généralement définie comme un abus de pouvoir d'une fonction publique à des fins privées. La Cour des comptes, si vous avez bonne mémoire, est antérieure en termes chronologiques à l'Institut, à l'ULCC. Donc, l'institutionnalisation du concept de corruption, c'est postérieur à la naissance de la structure de la Cour. Donc, au départ, la Cour n'est pas attribuée pour pouvoir juger les cas de corruption. Mais comment, maintenant, le problème qui se pose, comment la Cour puisse intégrer cette nouvelle dynamique, c'est-à-dire dans la bataille, dans la lutte contre la corruption. Donc, en ce sens, nous allons faire une radiographie des produits, des outputs, des rapports que produise la Cour et comment la Cour les produit pour pouvoir maintenant voir à quel titre la Cour peut participer, contribuer ou bien accompagner les instituts qui sont des institutions spécialisées dans la lutte contre la corruption. Donc, quelles sont les exigences constitutionnelles que la Cour doit satisfaire? Eh bien, la Cour doit certifier le compte général de l'État. Ça est le compte général là. Le compte général de l'État, c'est un document produit par le MEF, pour pouvoir normalement faire un récapitulatif de toutes les opérations budgétaires, tant au niveau des recettes que des dépenses, et pour pouvoir normalement offrir au public ce qu'on a dans la logique de la reddition des comptes et pour permettre à la Cour des comptes de juger, d'opiner, c'est-à-dire, et peut-être avec la réforme constitutionnelle, on arrivera tôt ou tard vers la certification. Deuxièmement, la Cour a comme responsabilité d'émettre un rapport sur l'efficacité des dépenses de l'État. Et la Cour a normalement comme attribution de juger tous les comptes des comptables des deniers publics. J'ai bien dit comptables des deniers publics. Qu'est-ce qu'on entend par comptable des deniers publics? Eh bien, la Cour doit juger les comptables publics qui doivent produire leurs comptes. Jusqu'à présent, on attend les comptes des comptables publics. La Cour doit juger les comptes des comptables de fait, que les intervenants antérieurement ont souligné. Par exemple, si on vous a donné une subvention au niveau de l'État, donc automatiquement, vous devez rendre compte de l'utilisation de la subvention que vous a octroyée l'État. Ensuite, la Cour, normalement, a une juridiction sur toute l'étendue du territoire et dans tous les compartiments de la structure publique, à savoir en allant des collectivités et de l'administration centrale publique, en passant par les entreprises publiques comme APN, AAN, Conatel, etc. Donc, la Cour a juridiction sur toute l'étendue de la structure publique et peut, en vertu des pouvoirs que lui confère la Constitution, choisir, dans le cadre d'un plan d'audit annuel, d'auditer quelle que soit l'entité en question. Maintenant, à partir de ce moment, nous allons rentrer directement dans les mécanismes du travail de la Cour. Que cherche la Cour? Si la Cour audite le compte général de l'État, si la Cour fait des audits dans les entités publiques, lorsqu'on fait des audits, qu'est-ce qu'on cherche? Bien sûr, l'approche de l'audit, c'est une approche à risque
automatiquement, on ne peut pas couvrir la totalité du périmètre comptable, mais quand même, la Cour cherche, en quelque sorte, est-ce que la gestion qui a été faite a été établie conformément au référentiel établi. Les référentiels, ce sont quoi? Ce sont les lois, ce sont les standards fixés au départ. Car vous avez un cadre budgétaire et dans le cadre budgétaire, c'est un référentiel. Et vous avez la loi sur la comptabilité publique, c'est un référentiel. Vous avez la loi organique du ministère qui définit les objectifs, c'est un référentiel. Et c'est à partir de ces référentiels que la Cour peut exercer un audit de conformité, un audit financier et un audit de performance. Or, si on cherche la performance c'est quoi? C'est l'efficacité et l'efficience. Or, s'il y a des actes de corruption, on doit avoir comme résultat du gaspillage. C'est aux antipodes de l'approche concernant la performance. En ce sens, de par son travail, la Cour contribue à la lutte contre la corruption. La Cour ne participe pas directement, mais la Cour est un élément actif en réalisant des audits de performance, en questionnant la gestion de certains ordonnateurs, en critiquant en quelque sorte sur les options, des options telles que des options d'engagement, la Cour contribue amplement. Maintenant, est-ce que maintenant, dans le cadre de l'exécution de son mandat, la Cour a la possibilité de systématiser et d'améliorer annuellement ses pratiques? Ça, c'est une autre question. Mais ce qui est clair, ce qui est important à tout le monde de retenir, c'est que la Cour n'est pas une institution dédiée à la lutte contre la corruption. La Cour, c'est une institution supérieure de contrôle. Et en ce sens, la Cour participe et contribue activement, de par ses travaux, de par ses rapports, de par ses vérifications, de par ses audits de conformité, de par son action également préventive sur les marchés publics. Donc, maintenant, je pense que, pour finir, il est important de renforcer cette capacité. Et comment? Eh bien, au cours de la réforme constitutionnelle, il serait la bienvenue d'intégrer dans la loi organique de la Cour un parquet général. Le parquet général, pourquoi? Parce que ça pourra renforcer les liens avec le judiciaire pour pouvoir maintenant faire ressortir le travail de la Cour en termes de poursuite. Et pour finir, pour conclure, et je pense que si on veut voir l'efficacité de la Cour dans la lutte contre la corruption, eh bien, il faut que les rapports entre les différentes unités de contrôle soient renforcés.